Après les éléments de contexte qui vous ont été proposés en début de matinée, je vous propose que nous poursuivions nos échanges avec une table ronde dans quelques minutes qui va nous permettre d'évoquer la périnatalité en contexte vulnérable. Dans quelques minutes, nous échangerons avec Rada Hatem, avec Emmanuel Bertrand, avec Véronique Boulinguet et avec Catherine Dolphus sur cette périnatalité dans un contexte de grande vulnérabilité. Nous allons échanger, mais Rada Hatem, vous allez avant cela nous proposer un point pour essayer de comprendre ce qu'est la situation de ces migrantes, de ces femmes en grande précarité, car on le sait, le risque sur cette période de la périnatalité, il est bien plus grand, le risque lié à cette grande pauvreté, cette grande précarité. Donc je vais vous inviter à prendre place au pupitre pour nous présenter la situation, ces risques, et puis aussi la Maison des femmes de Saint-Denis que vous animez. Je vous en prie. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Je vais essayer de vous faire une présentation ultra japonaise parce que j'ai très peu de temps. Alors, je m'occupe de la Maison des femmes. Je vais simplement vous dire pourquoi il y a aujourd'hui une Maison des femmes. C'est que j'ai été pendant 5 ans chef du service de la maternité de Saint-Denis. Une maternité qui, quand je l'ai quittée, faisait 4600 naissances par an. Et c'était le 5e poste que j'exerçais, donc j'avais travaillé dans pas mal de maternités françaises. Et pour la première fois de ma vie, je suis arrivée dans un endroit où 200 femmes par an étaient renvoyées à la rue avec leur bébé. J'avais personnellement jamais vu ça. En général, quand je travaillais à Saint-Vincent ou dans des endroits un peu plus smart, si on avait 3 femmes dans cette situation dans l'année, ça allait, on pouvait s'en occuper. Et là, 200 femmes, je suis arrivée en disant jamais une femme ne rentrera sous les ponts avec son bébé. Et puis au bout de 15 jours, j'ai dit bah si, parce que je ne peux pas garder toutes ces femmes 1 mois, 2 mois, 6 mois hospitalisées. Donc c'est parti un peu de là. Par ailleurs, c'est une maternité où il y a beaucoup de migrants. Nous, on les appelle les femmes Roissy, parce qu'elles arrivent à atterrir à 8 mois et demi et à accoucher, à nous trouver et à accoucher. Nous avons beaucoup de migrants d'Afrique subsaharienne, parmi lesquels un petit audit a montré que 14% étaient excisés. Et puis on avait fait un audit à l'échelle de l'hôpital avec le score EPIS de la sécurité sociale, bon, dont on peut penser ce qu'on veut, qui est à grosse maille, mais qui montrait que dans cet hôpital, les personnes les plus précaires, c'était les femmes de 16 à 40 ans. Donc évidemment, les femmes en âge de procréer. Et puis, c'est l'époque où on s'est ému du fait que la Seine-Saint-Denis avait un taux de mortalité nettement supérieur au reste de la France, en dehors des dom-toms, bien sûr, et qu'a été lancée cette étude REMI, réduction de la mortalité maternelle et infantile, dont les conclusions n'étaient pas extrêmement originales. C'est-à-dire que quand vous êtes pauvre, que vous mangez mal, que vous dormez dans la rue, que vous subissez des violences, que vous êtes obèse, et diabétique et hypertendu, eh bien, le pronostic de votre grossesse est nettement moins bon que quand toutes ces conditions ne sont pas présentes. Alors, on ne va pas éradiquer la pauvreté, hein, sinon je serai la première à signer, mais je ne sais pas très bien comment. Et moi, je voudrais, puisqu'on va parler après de périnatalité, vous donner quelques petits points de vigilance sur est-ce qu'on ne pourrait pas prévenir certaines situations à partir d'expériences vécues. La première, c'est une jeune femme de 15 ans que j'ai reçue aux urgences parce qu'elle venait de découvrir qu'elle était enceinte. C'était une migrante arrivée il y a, je sais pas, 5 mois sur le territoire, mineur isolé étranger, accompagnée par la Croix-Rouge, à laquelle on n'avait absolument donné aucune notion d'éducation à la vie affective et surtout sexuelle. Et un homme lui a proposé 200 € pour un petit moment qu'elle a accepté. Il y a eu le petit moment, il n'y a pas eu les 200 € et il y a eu le polichinelle dans le tiroir. Et là, je me suis dit qu'on était vraiment en dessous de tout parce que c'était quand même pas compliqué d'éduquer ces gamines, de leur prescrire la pilule et d'empêcher ce genre de situation parce que là, on était évidemment bien au-delà de la possibilité d'avorter. Et puis, elle ne le souhaitait plus. Et pour m'achever, je lui ai dit, c'est une petite fille, vous allez l'exciser? Elle m'a dit, oui, bien sûr. Voilà, donc, bon, c'est un souvenir assez vieux, mais qui reste.
Autre souvenir, assez récurrent celui-là, quand je reçois, parce que je fais aussi de la PMA, en tout cas j'en faisais, je reçois des femmes migrantes qui ont 40 ans, 4 enfants au pays, et qui viennent me demander de leur faire une FIV. Et quand je leur demande, mais pourquoi ? Alors, il y a 2 niveaux de réponse. Le premier, c'est « je me sens très seule ». Et le deuxième, c'est quand j'appelle le SAMU social pour avoir une chambre, on me demande si j'ai des enfants. Et j'ai pas d'enfant, docteur. Alors, il me faut l'enfant parce que comme ça, j'aurai la chambre. Ça donne aussi à réfléchir à qu'est-ce qu'on fabrique. Troisième situation que j'aimerais partager avec vous, ce sont les jeunes femmes arrivées en France qui sont prises en charge d'abord par l'ASE et puis ensuite éventuellement avec des contrats jeunes majeurs. Et ces jeunes femmes, qu'est-ce qu'elles se transmettent au sein de leur foyer ? C'est pas la peine que tu ailles à l'école, c'est pas la peine que tu bosses. Tu fais un enfant et tu auras 900 € de la CAF et un logement. Et j'ai ouvert un centre d'hébergement pour jeunes filles et je passe mon temps à leur hurler dessus en disant que si elles font ça, je les mets dehors. Donc nous-mêmes, nous générons des situations de précarité et de vulnérabilité infantile. Et je trouve ça absolument catastrophique. Et pour finir, je vous invite à écouter une petite vidéo que j'ai vue ce matin, par hasard, mais il n'y a pas de hasard. C'est une jeune fille de 22 ans qui a accouché à 19 ans et qui vient de décider d'abandonner sa fille en renonçant à tous ses droits parentaux. Et elle explique très bien combien c'est une galère terrible quand on est précaire et qu'on n'arrive pas à aimer son enfant. Et ce qu'elle dit à la fin, qui est absolument horrible, c'est que sa petite est dans un foyer, elle dit c'est un foyer génial, tout ça, et que la dernière fois qu'elle a vu sa petite, elle s'est mise à hurler, comme si elle ressentait que cette femme-là, qui était sa mère, lui apportait que des choses nocives. Et c'est vraiment extrêmement effrayant d'entendre tout ça. Donc voilà un petit peu pour moi le paysage de la précarité aussi dans la reproduction. Et je pense qu'on a un rôle de prévention extrêmement important à jouer et qu'il faut qu'on le joue parce que c'est plus possible. Les médecins scolaires nous disent bien que toutes ces femmes qui ont fait des enfants pour les papiers, ça ne leur donne pas les papiers, ça ne leur donne pas l'hébergement, ça leur donne peut-être les 900 € de la CAF. Ces enfants ne vont pas très bien à l'école, ont beaucoup de mal. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'on est dans un cercle vicieux. Alors voilà ce que moi je voulais vous dire. Le reste, on va en parler bien sûr en réunion plénière. Et donc tout ça m'a amené, moi, à créer cet endroit parce que je voyais bien que la violence et la vulnérabilité étaient des éléments importants, notamment, alors ça c'est juste pour vous illustrer toutes les traditions néfastes pour lesquelles j'ai pu trouver des photos, que ce soit les néonaticides de petites filles, l'excision, le repassage des seins et autres. C'était juste pour mettre un peu de paysage. Alors c'est quoi la Maison des Femmes en 2 mots ? C'est donc un lieu de consultation, c'est pas du tout un lieu d'hébergement. Qui reçoit toutes les femmes. Alors c'est amusant parce qu'on s'engueule régulièrement. Moi je tiens à vulnérables et victimes de violences et tout le monde me dit mais pourquoi tu mets vulnérable ? Parce que parfois on ne se fait pas taper dessus mais on est très vulnérable et ça va très mal et je pense que c'est aussi des femmes auxquelles il faut qu'on tende la main. Donc nous avons ouvert en 2016, nous avons doublé la surface l'année dernière parce que très vite on a été submergé. On reçoit près de 5000 femmes par an, on a fait 14 000 consultations l'année dernière. On a 3 unités de soins, donc une unité qui prend en charge la mutilation sexuelle, et c'est celle qui nous met en lien avec des migrants à longueur de journée, parce qu'elles viennent chercher des certificats d'excision pour elles, de non-excision pour leurs filles, et ça nous a vraiment ultra familiarisés avec ce que peut être un parcours migratoire, un parcours de violence de A à Z, et un parcours évidemment de précarité extrême qui vous amène à vous prostituer, qui vous amène à accepter tout et n'importe quoi contre un lit ou un sandwich. La deuxième unité, c'est celle qui s'occupe des violences conjugales, des violences intrafamiliales, des violences sexuelles, dont une sous-unité inceste qui est extrêmement intéressante, et un planning familial qui fait des IVG et qui accepte les IVG hors délai dans le cadre de la loi, parce que nous avons des demandes dans des situations dont vous n'avez même pas idée, tellement elles sont horribles. On propose à ces femmes une prise en charge médico-psychosociale, des ateliers, une 12aine d'ateliers. Donc là, évidemment, elles font du sport, hein. Elles font du jardinage, elles font du karaté, elles font du théâtre, elles font tout plein de trucs qui leur permettent d'aller bien. Mais ça me permet de faire un petit focus sur la vulnérabilité
que subissent les enfants qui vivent dans un environnement familial violent. On a pour habitude de dire qu'un père qui ne tape pas ses enfants est un bon père. En réalité, un père qui tape sa femme est un très mauvais père. Et les enfants qui vivent dans un milieu conjugal violent sont des enfants qui vont extrêmement mal. C'est des enfants qui sont psychotraumatisés pour très longtemps. C'est des enfants qui deviendront des victimes ou des agresseurs. Donc là encore, prévention, on a un rôle extrêmement important. Et je cite, mais vous le connaissez certainement, le juge Durand: protéger la mère, c'est protéger l'enfant. Alors, qu'est-ce que ça leur fait aux enfants, la violence? Ça leur fait des tas de trucs horribles. Angoisse, troubles du sommeil, énurésie, encoprésie, colère, hypervigilance, dépression, baisse du rendement scolaire. Voilà, on n'a pas envie. Donc, on a créé une petite unité pour repérer ces enfants-là, avec psychologues spécialisés et pédiatres, de manière à pouvoir les orienter vers une prise en charge adaptée. Pour finir la présentation, on a une permanence policière. Une fois par semaine, des policiers prennent le dépôt de plainte des femmes. On fait de la prévention. On va beaucoup dans les lycées et les collèges. On parle violence, on parle éducation, protection, consentement. On a ouvert un lieu d'hébergement pour les 18-25 ans sans enfants. Voilà, j'y tiens beaucoup parce que c'est celles qu'on peut le plus facilement tirer de là où elles sont. On va ouvrir une unité ouverte 24 heures sur 24 pour les viols. Et comme notre modèle plaît à l'échelon national, on est en train de faire des petits un peu partout. Et on a beaucoup de chance parce qu'on est à la fois soutenu par le ministère de la Santé au travers d'une dotation, une MIG, et aussi par des mécènes privés, dont le chef de file est François-Henri Pinault de la Fondation Kering. On a une dizaine de mécènes privés qui dotent les maisons des femmes du budget équivalent à celui que donne l'État. Donc c'est quand même pas rien. On a comme mécène Kering qui a mis 5 millions sur la table, Accor qui a mis 5 millions sur la table, et tout un tas d'autres. Voilà, j'ai fait 10 minutes pile poil. Merci. Merci. Et c'est allé très vite. Alors évidemment, j'anticipe les frustrations et je cherche, Djenaba, du regard, mais le support que vous avez partagé avec nous, on pourra certainement le mettre à votre disposition pour que vous puissiez prendre le temps de regarder attentivement ce que fait cette maison des femmes. Merci beaucoup. Je voudrais me tourner vers vous, mesdames, et avoir peut-être une réaction à ces cas cliniques présentés par Radar et puis cette réflexion sur les facteurs qui fragilisent encore les mères et les enfants. Est-ce que vous voulez les unes et les autres réagir ? Oui, donc Catherine Dolphus à Trousseau. Je pense que on a, peut-être une des choses, c'est la question de l'effet pervers de mesures de protection. C'est quelque chose qu'on a toujours connu, mais qu'on ne sait pas comment déjouer de façon efficace. Et par exemple, toujours la question autour de, par exemple, l'allocation parents isolés, qui fait que pour bénéficier, alors ça change de nom au fur et à mesure du temps, mais qui fait que, par exemple, des femmes vivent en situation monoparentale ou cachent leur vie de couple ou ont une espèce de vie partagée pour le bénéfice de cette allocation, etc. Donc c'est des choses qui sont des bonnes idées de départ et qui se pervertissent. Et du coup, comment à chaque fois essayer de trouver les meilleurs dispositifs d'assistance qui, en même temps, ne créent pas la reproduction pour un bénéfice à court terme. Dans le cadre du VIH aussi, moi, je me bagarre absolument constamment en m'occupant beaucoup des jeunes et de la transition des jeunes contre une attribution trop facile de l'allocation adulte handicapé, parce qu'au jour d'aujourd'hui, un jeune adolescent ou une jeune adolescente devenant adulte, vivant avec le VIH, a une vie normale, n'a absolument aucune raison d'avoir une indemnité pour le fait d'être porteur du VIH. Pourquoi est-ce que ça vous donnerait 800 € par mois, etc. Mais quand on a été aidé dans l'enfance, les parents ne comprennent plus d'avoir un trou budgétaire parce que l'enfant est devenu majeur. Donc voilà, les côtés pervertissement secondaire d'aide qui sont à un moment
nécessaire, je trouve que c'est compliqué. Docteur Dollfus, vous partagez la question, mais est-ce qu'il y a des réponses? Est-ce qu'il y a des pistes de réponse à ça? Ben, c'est pas exactement notre métier aussi. Mais donc nous, effectivement, on peut participer à proposer des réponses, mais voilà, on fait certains constats. Les réponses pas tout seul, quoi. Il faut. Je pense Non, mais si je prends la question de l'hébergement, à force de dire aux femmes qu'on les hébergera que si elles ont des enfants, on induit mais des centaines de grossesses qu'il ne faudrait pas induire. Donc peut-être qu'en réfléchissant en amont à l'hébergement, même sans enfants, on pourrait répondre déjà à cette question. Mais bon, il faut de l'argent. Véronique? Oui, moi je suis pas. Ça marche? Oui. Véronique Boulinguet, je suis sage-femme pour la PMI et PMI hors les murs. Et donc je travaille beaucoup avec les accueils de jour sur Paris. Les ESI Familles, je ne sais pas si vous connaissez, Espace Solidarité Insertion Famille, accueil de jour à Boukir, accueil de jour Austerlitz. C'est auprès des associations qui nous appellent lorsqu'ils rencontrent des familles à la rue, qui n'iraient pas d'elles-mêmes vers ces centres-là, où nous tenons une permanence avec ma collègue. J'ai une collègue qui est puéricultrice, infirmière puéricultrice. On a un binôme, en fait, PMI hors les murs. Vous voyez, on couvre les 1000 jours, en fait, à nous deux. Voilà. Et donc, on reçoit on reçoit que des familles en situation d'hébergement très instable, voire sans hébergement. Il y a, je dirais, au quotidien, dans ces centres-là, 50 à 70 personnes en famille chaque jour dans ces accueils de jour. Je ne suis pas certaine quand même que tout le monde soit dans des calculs quand même. Ouais, voilà. Bon. Mais ce que je constate et qui est absolument dramatique, c'est cette durée de séjour, de séjour, voilà le gros lapsus, c'est ces durées de temps à la rue qui sont de plus en plus longs. Et on a vu la différence en février 2019. On anime des ateliers aussi autour de la périnatalité. Et c'était ce mois de février 2019. Jusque-là, les femmes enceintes, elles passaient du temps à la rue, mais elles savaient qu'une fois que le bébé serait là, elles seraient hébergées. Et en février 2019, on a commencé à voir dans les accueils de jour des mamans avec des nouveau-nés. Et là, ça a été une chape de plomb. Et depuis, il y a eu une amélioration, évidemment, au moment du Covid. Mais là, on est en train de retomber à nouveau dans une période extrêmement difficile, d'autant que les Jeux Olympiques vont arriver, que les hôtels ferment les uns après les autres pour une rénovation. On a énormément de familles à la rue. Et vivre sa grossesse dans ce stress, mais professeur Storm, je vous ai écouté ce matin, et c'est vrai qu'elles sont dans un stress permanent. Là, j'ai reçu une femme récemment, elle est à 36 semaines d'aménorrhée. En 3 mois, elle avait fait 16 hôtels. Et quand je dis 16 hôtels, c'est pas dans la rue d'à côté, c'est toute l'Île-de-France. Elles sont beaucoup plus championnes que nous pour connaître l'Île-de-France. Et c'est des hôtels souvent au fin fond des départements difficilement accessibles. Mais c'est ce stress. Et alors, elles ont des rendez-vous, bien sûr. Moi, mon rôle, c'est d'accueillir, évaluer, orienter, les inscrire dans un parcours de santé. Mais c'est extrêmement difficile. Quand vous venez du fin fond des Yvelines pour arriver à l'heure à votre rendez-vous, vous vous faites arrêter par les contrôles SNCF, etc. Donc, vous arrivez en retard à votre rendez-vous. Mais tout ça, c'est un stress de tout le temps. Et alors, moi, je trouve que le danger, quand je les écoute, le danger, c'était au pays. Le danger, ça a été sur le parcours migratoire. Mais le danger, il est aussi à Paris. Il est aussi chez nous. Dormir Gare du Nord, dormir... vous voyez, je me souviens de cette femme que j'avais déjà rencontrée pendant la grossesse. Voilà. Moi, mon travail, c'est de les mettre en confiance et que voilà. Elles savent que même si l'hébergement ou le non-hébergement, ça va, ça vient, etc., elles peuvent toujours revenir dans ces accueils de jour qui sont des lieux stables. Et un jour, elle me dit, j'arrive, il faut que je vous parle. Et elle s'installe en face de moi. Elle me dit, voilà, on était hébergés chez une connaissance de mon conjoint. Dimanche, mon conjoint est parti à 5h du matin pour trouver un petit boulot sur le marché. Et cet hébergement m'a violée. Et là, on était à presque 48 heures après. Elle était confuse. Elle a eu du mal à retracer les faits. Elle avait été hospitalisée 24 heures parce qu'elle était tellement mal quand son conjoint est revenu qu'elle a été hospitalisée. Elle n'a jamais pu dire qu'elle avait été violée.
Et donc là, grâce à l'aide de ma direction, etc., c'était une période où il y avait des grèves partout, etc. C'est une ambulance qui nous a amenés vers un centre où elle a pu avoir son traitement post-exposition. On était ric-rac dans les temps, on avait 2 heures devant nous. Mais c'est pour vous dire le stress mais permanent que vivent ces femmes. Et enfin voilà, je me laisse embarquer dans ce... mais je pense que c'est ce qui me marque le plus quand même. Hein. Oui, oui. Par rapport à cette... On entend bien, Véronique, dans ce que vous racontez, ce témoignage, l'absence de sécurité, de mise en sécurité, et ça pose évidemment la question de l'hébergement d'urgence, du rôle et du fonctionnement de l'hébergement d'urgence. Et Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous dire, au regard de votre pratique, s'il y a des dénominateurs communs qui nous permettent de comprendre les parcours de ces femmes qui passent par l'hébergement d'urgence? Ça va fonctionner? Il n'y a même pas besoin d'appuyer, ça va fonctionner tout seul. Déjà, je vous rejoins sur le fait que l'hébergement est plus accessible aux femmes accompagnées d'enfants. Nous, on est un centre d'hébergement d'urgence pour femmes enceintes et femmes sortantes de maternité. Donc, on propose une prise en charge de 6 mois à partir du 3e trimestre de grossesse jusqu'aux 3 mois de l'enfant à peu près. C'est une prise en charge théorique. Après, si aucune solution n'est trouvée à l'issue de ces 6 mois, on peut maintenir bien sûr la famille sur la structure. Effectivement, les femmes qu'on accueille, c'est des femmes qui ont toutes un parcours difficile, une précarité sociale, une histoire de vie personnelle douloureuse dans la plupart des cas, des situations conjugales compliquées et parfois entravées aussi par l'hébergement qui ne permet l'accueil que de la femme et pas du conjoint qui est parfois présent. Et qui est prié, enfin qui fait quoi en fait? Qui se débrouille. Qui se débrouille, voilà, qui a un hébergement de son côté, chez des tiers. Ou qui n'en a pas. Ou qui n'en a pas parfois. Voilà. Et le dénominateur commun, nous, sur notre centre d'hébergement, c'est bien sûr c'est le fait d'accueillir des femmes dans une situation de maternité, donc de vulnérabilité aussi liée à la grossesse et à la sortie de l'hôpital. Faut savoir que nous, environ 60% des femmes qu'on accueille sont sortantes de maternité, c'est-à-dire que les travailleurs sociaux à l'origine de la demande d'hébergement sont les assistantes sociales des hôpitaux. Donc ça veut dire qu'on accueille déjà les femmes dans une extrême urgence. Elles sont à la maternité avec cette question de savoir où elles vont aller avec leur nouveau-né. Avec une menace, celle que vous décriviez, de sortir de la maternité pour aller sous les ponts. Les chiffres que vous donniez tout à l'heure sont impressionnants, révoltants. Est-ce que vous avez, vous, à Dunkerque, dans votre structure... Dunkerque, dans le 9e arrondissement. Oui. Pardon, excusez-moi. Il y avait un problème géographique, là. Pas le même contexte. Non, effectivement, mais est-ce que vous avez la capacité d'accueillir toutes les femmes dans cette situation? Toutes, malheureusement, non. Après effectivement, on vit au quotidien cette réalité, c'est-à-dire que d'un niveau pratico-pratique, on libère une place d'hébergement. Le lendemain, on a une orientation. Donc voilà, on est vraiment très, très sollicité. Voilà, après, on accueille ces femmes dans une... elles arrivent avec une anxiété très forte liée à l'hébergement, puisque c'est des femmes qui ont toutes connu un parcours de rupture familiale, de rupture d'hébergement. Et la première chose que nous, on essaye de faire, c'est de les rassurer par rapport à cette stabilité, puisque en intégrant l'hébergement, qui est un hébergement d'urgence temporaire, elles entrent dans un parcours d'insertion du fait qu'à l'issue, il y aura forcément une solution qui leur sera proposée. Et après, il se passe quoi ? Alors après l'accompagnement, on travaille avec le SIAO qui gère les places d'hébergement sur le territoire et les personnes sont orientées en fonction des situations. Alors ça peut être
un centre maternel quand il y a encore besoin d'un soutien lié à la parentalité. Ça peut être un hébergement où elles pourront s'inscrire dans un plus long terme ou parfois du relogement dans le meilleur des cas quand il y a un conjoint, un projet qu'on encourage, bien sûr, quand cela est possible. Quand ça existe. Véronique, j'aimerais bien... Je vous en peux prie. juste me permettre de vous donner quelques chiffres. La semaine dernière, il y a eu une mise à l'abri de 145 personnes là, sur Paris. Donc, elles ont été mises à l'abri dans un gymnase. Il y avait 26 femmes enceintes, dont 3 à terme, avec pathologie pour certaines. Et là, ce week-end, il y a eu à nouveau une mise à l'abri. Il y a 10 femmes enceintes aussi. Voilà, pour vous dire que là, la situation est préoccupante. Ce ne sont Vraiment. pas des situations exceptionnelles, c'est des... Il faudrait Effectivement, beaucoup des... de chutes Dunkerque. Beaucoup, d'accord. Ou à Dunkerque, selon. Est-ce que vous pouvez, les unes et les autres, nous expliquer ce qu'est le vécu pour ces femmes qui sont donc dans ces situations de grande précarité, la manière dont on vit sa grossesse, dont on vit la perspective de l'enfant? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je reprends la parole, mais je pense qu'elles vivent l'instant présent, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune anticipation possible. C'est aujourd'hui, qu'est-ce que je vais manger, où est-ce que je vais dormir, et d'autant plus s'il y a d'autres enfants. Et je trouve que c'est difficile d'anticiper, de se projeter dans la naissance, etc. On y arrive un peu à travers nos ateliers. Et on a créé des ateliers là, avec une association Élan Interculturel qui sont vraiment intéressants. On est assez innovants dans ce domaine. Mais sinon, c'est difficile. Quand je les reçois, je ne peux pas être uniquement sur le plan médical ou sur le plan de l'arrivée de l'enfant. Enfin, je dois déjà recevoir leurs inquiétudes et donc c'est un accueil global, je veux dire, et écouter leurs demandes au niveau du logement, etc. Même si c'est pas moi qui vais donner la réponse, mais je ne peux pas faire fi de cette question-là. Et voilà, mais c'est vrai que se projeter dans l'arrivée du bébé, c'est compliqué tant qu'elles ne sont pas hébergées. Et dès qu'elles sont hébergées, il y a une femme que j'ai revue récemment, 10 jours après qu'elle ait pu être hébergée, je ne l'ai même pas reconnue, tellement elle était transformée physiquement. Et c'est vrai qu'elles ont cette capacité à être vraiment bien avec leurs petits dès qu'il y a cette sécurité de l'hébergement. C'est énorme. Est-ce qu'il faut entendre, et je vous interroge toutes les quatre là-dessus, derrière cette description de l'effet de l'insécurité, presque une situation de déni forcé pour ne pas se mettre en danger? Non, c'est une lutte. C'est vraiment une lutte. Enfin, je me souviens, il y a quelques années, notre chef de service là, sur les Georges Pitard, qui avait quand même toujours cette capacité à voir ce qui allait se passer dans l'avenir, nous avait dit on va traverser une crise humanitaire, vous allez voir. Et on est dedans, en fait, je trouve. Catherine, sur cette situation, ce vécu des mères et puis les risques qu'elles prennent pour elles-mêmes et pour leurs enfants, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Moi, je pense à plusieurs choses que j'ai pensé dans le chemin. Déjà, ce que vous disiez sur les risques pour les femmes dans l'absence d'hébergement, de viol et de situations comme ça. On a très bien montré toutes les études qui ont été faites, les études sociologiques dans le contexte du VIH, notamment sur les femmes migrantes d'Afrique subsaharienne. Elles ont montré que plus de la moitié de ces femmes chez qui on a découvert en France une séropositivité ont acquis cette séropositivité en France dans le sein de leur parcours migratoire. Elles ne sont pas venues avec, elles se sont contaminées, et le plus souvent parce que justement des hébergements contre-service, comme on a raconté tout à l'heure, ou des viols dans d'autres situations. Mais cette chose-là qui était un peu racontée tout à l'heure, ça c'est une réalité du parcours, et de se dire que finalement la moitié sont arrivés sur le sol ici. Là, on a bien quelque chose qui montre que que la première chose, le premier droit qui devrait pouvoir être universel, c'est celui d'un toit. Je pense que l'absence d'un toit est quand même vraiment la pire chose. Et une autre chose auquel, simplement dans le témoignage, j'ai assisté ou j'assiste, c'est que, par exemple, depuis quelques années,
un des grands bâtiments de l'hôpital Trousseau, pas le bâtiment, mais 2 des étages supérieurs de un des bâtiments de l'hôpital Trousseau avaient été affectés à l'hébergement de familles en situation, avec petits-enfants en situation d'urgence et d'absence d'hébergement. Et ben, le côté de voir, hiver comme été, pluie ou soleil, de voir ces familles qui, à 8 heures du matin, doivent quitter l'endroit parce que c'est un hébergement pour dormir la nuit, mais la journée, il faut traîner dans la rue, il faut aller où certains vont aux urgences d'ailleurs, dans la salle d'attente des urgences pour attendre, etc. Enfin, un hébergement avec enfants qui n'est là que pour vous faire dormir la nuit et qu'on doit traîner dans la journée, c'est aussi une forme d'hébergement inhumaine. Enfin, c'est inadapté, c'est un demi-travail. Et quand on parle de l'environnement des enfants, et ben voilà, ces enfants qui se déhutent, qui vont... C'est des choses qui existent en ce moment. Radin ? Il y a aussi un autre point quand on est hébergé dans un hôtel du SAMU social ou à l'entrée de l'hôpital de Saint-Denis ou chez vous, c'est manger, parce qu'il n'y a pas de cuisine. Et donc, on rajoute en fait de la mauvaise santé à la famille et aux enfants parce qu'on va manger des chips, des trucs comme ça. Bien sûr, bien sûr. Alors, je ne vous parle pas de la précarité menstruelle, qui est encore un autre souci, mais manger et faire manger sa famille, je trouve que donner une chambre dans un hôtel du SAMU social, qui coûte extrêmement cher en plus à la collectivité, sans espace commun, sans laverie, sans cuisine, sans rien, c'est totalement indécent, évidemment. Ce que nous expliquait ce matin le professeur Storm sur les facteurs qui vont avoir un impact sur la grossesse, sur le développement de l'enfant, est-ce qu'à votre sens, il est possible d'être dans de bonnes conditions quand on est... Alors je vous vois sourire, je sais que ma question est faussement naïve, mais elle l'est quand même. Est-ce qu'on peut réunir les bonnes conditions pour vivre sa grossesse quand on est dans ces situations ? Même si c'est pour me dire non, prenez les unes et les autres le micro, parce que je crois qu'il faut que ce soit dit. Non. Clairement non, c'est pour ça que je pense que décider de faire un enfant, c'est un acte grave, important, et qu'on peut aider aussi les gens à réfléchir. Parce que moi, quand la femme vient me dire je veux un enfant, j'ai pas de conjoint, mais ça, c'est pas un problème, je vais trouver. Et après, qu'est-ce qui va se passer ? Elles n'ont pas anticipé le après. Ça ne fait pas partie du schéma. Et je pense qu'il faut leur dire, vous n'aurez pas forcément de papier, vous n'aurez pas forcément un hébergement. Et cet enfant, c'est aussi... vous allez vous en occuper tout le temps. Donc, je pense que pour moi, la prévention passe aussi par ça. Repenser la naissance, repenser la grossesse. Rada Hatem nous dit prévention. Oui, Véronique. Rada, tu vois, il faudrait aussi que dans les maternités, mais je sais que mes collègues, elles sont sous l'eau, pardon, mais prendre le temps justement en postpartum de parler contraception, etc. Et moi, je vois plein de femmes. Je vois beaucoup de femmes sortir de maternité et elles ont tout le paquet d'ordonnances, la rééducation du périnée, etc. Mais elles n'ont pas compris grand-chose. Mais je sais que je ne jette pas la pierre à mes collègues, ça va tellement vite. Et de même, la semaine dernière, j'ai reçu par exemple une femme avec son petit nourrisson de 5 semaines. Cette dame, elle aurait dû avoir une HAD. Elle avait eu un accouchement compliqué, l'enfant aussi avait fait un ictère important, etc. Une HAD, hospitalisation à domicile, était prévue. Sauf qu'elle n'a pas dû rester longtemps dans le premier hôtel. Le deuxième hôtel était très très loin, donc hors circuit hospitalisation à domicile. Donc aucun suivi du coup dans le postpartum. Et quand je l'ai vue à 5 semaines, l'enfant n'avait jamais été pesé, les prises de sang qui étaient prévues n'avaient pas été faites, la dame, pas de contraception, etc. Bon, là, ça allait encore, on n'était pas très loin de la naissance. Mais voilà, donc c'est la vie de ces mamans et ça nous demande énormément de vigilance justement pour réorganiser très très vite le parcours de suivi et de la mère et de l'enfant. Dans les éléments que vous avez partagés avec nous, il y a plusieurs points. Éviter l'effet collatéral, l'effet pervers donc de mesures de protection. Il y a cette question de prévention. Est-ce que vous voyez d'autres pistes qui pourraient être explorées collectivement ? J'ai bien compris, Dr Dollfus, que ce n'est pas vous toute seule qui allez mener ça, mais est-ce qu'il y a d'autres pistes qui nous permettraient
de permettre à ces femmes de vivre mieux leur grossesse et l'arrivée de leur enfant. Alors, il y a eu des Non, il y a eu des initiatives comme le centre Attismons, que je salue, que je trouve très très bien, le centre Confluence, qui accueille des femmes présentant une pathologie. Et non seulement la femme est accueillie, mais la fratrie aussi. Et ça, je trouve ça génial. Mais bon, par contre, il manque de place, il en faudrait beaucoup plus. Et c'est vrai qu'une femme qui présente par exemple un diabète gestationnel qui est sous insuline, elle ne peut pas rester à la rue, quoi. Il faudrait plus de centres comme ça. C'est vraiment une réussite. Emmanuel ? Oui, donc nous, dans le cadre de notre intervention, justement, ça va être comment on accompagne cette grossesse et justement avec en tête toute cette importance de la prévention aussi sur le futur lien entre la mère et l'enfant. Et à travers l'hébergement, donc nous, notre équipe est composée de 2 éducatrices, une accompagnante éducative et sociale, un agent d'accueil, et on n'a pas de personnel de soins sur place. Donc nous, notre rôle premier déjà, c'est de permettre une mise à l'abri. Alors cette mise à l'abri, une fois qu'elle est là, elle permet à la femme de se poser, mais elle n'efface pas toutes les problématiques attenantes à sa situation, qui peuvent être d'ordre administratif, de la santé, du suivi de grossesse, etc. Et là où c'est intéressant pour ces femmes, c'est que notre hébergement étant essentiellement destiné à des femmes enceintes et sortantes de maternité, de pouvoir se centrer sur cette question de la maternité, sur l'arrivée d'un enfant. On a parlé de projection qui est effectivement très très compliquée. Quand on est dans l'errance, qu'on ne sait pas de quoi le lendemain sera fait, là ça permet une petite étape, d'avoir une pause, une visibilité un peu plus grande et surtout de se recentrer sur ces questions, parce que la maternité, c'est aussi un remaniement psychique, c'est aussi des tas de questions. Il y a plein de choses qui se rejouent lors de cette période. Et puis, ça va être de l'attention aussi, de l'attention par rapport à ces situations et une orientation vers les professionnels. Donc, nous, on travaille avec la PMI de secteur, avec qui on est en étroite collaboration et qui permet l'intervention de puéricultrices sur l'établissement, mais également avec des sages-femmes, avec, quand le besoin est là, un besoin d'accompagnement un peu plus soutenu au niveau psychologique, l'équipe mobile de périnatalité. Enfin c'est ce partenariat aussi qui est à mettre en avant et du fait que on permet la stabilité et la poursuite des soins aussi. Vous parlez de coopération, de partenariat, c'est un point essentiel pour permettre à ces mères de vivre correctement leur grossesse ? Ça leur permet de pouvoir bénéficier d'un accompagnement adapté et dans le cas d'une HAD par exemple, de pouvoir qu'elle puisse s'effectuer au sein du centre d'hébergement avec le passage de professionnels. Ça permet d'avoir un étayage qui a pour objectif d'accueillir l'enfant dans les meilleures conditions possibles. Et puis aussi, cette chose importante, on a beaucoup de femmes qui nous sont orientées et qui sortent d'hébergements destinés à des femmes seules aussi, et pour qui l'arrivée de l'enfant va de pair avec la perte de la place d'hébergement. Et quand on accueille les femmes enceintes, ça permet aussi de se projeter et d'attendre cet enfant, de pouvoir l'accueillir, et c'est important, je trouve, dans la suite de la relation mère-enfant. Ce qu'on explorera cet après-midi. Véronique, oui. Oui, je voudrais juste dire que oui, il faudrait que toutes nos institutions aient cette capacité à s'adapter en fait à la situation. C'est ce qui s'est passé à la PMI de Paris, puisque je sais que quand j'ai commencé, je pleurais tous les jours pour essayer d'inscrire les femmes en maternité. C'était extrêmement compliqué. Soit elles n'avaient pas de papier d'identité, soit c'était pas la bonne domiciliation. Enfin, il y avait un retard du coup dans les prises en charge obstétricales qui était phénoménal. Et du coup, la PMI de Paris a décidé d'ouvrir un centre qui s'appelle le CPM Cité, qui a ouvert il y a 3 ans, et qui accueille toutes les femmes enceintes en situation d'errance, en tous les cas les grossesses à bas risque jusqu'au 7e mois de grossesse. Dès qu'elles sont stabilisées, elles sont inscrites dans un hôpital de proximité,
Et au-delà de 7 mois, de toute façon, elles sont inscrites à l'hôpital. Et ce centre, donc, c'est toutes mes collègues PMI qui consultent dans ce centre. Elles ont reçu jusqu'en 3 ans 1500 femmes. C'est pour vous dire, sur Paris. 1500 femmes, donc, en situation d'errance. Ouais. Mais voilà, je pense que c'est... Moi, c'est extraordinaire, quoi, parce que j'appelle, je peux avoir un rendez-vous dans les 8-15 jours, la femme a une écho, un bilan sanguin, un accompagnement par la sage-femme, par la psychologue. Enfin, moi, ça m'a révolutionné mon travail. Toujours dans cette recherche de pistes pour du mieux, est-ce que pour vous, il y a un enjeu dans la coordination des parcours de soins et des parcours d'hébergement? Est-ce qu'il y a là, sur cette coordination, cette articulation, cette rotule, est-ce qu'il y a des choses à travailler? Est-ce qu'on aurait là aussi des pistes pour faire mieux? Comme disait Emmanuel, je crois qu'il faut qu'on travaille les uns avec les autres. Et plus on se connaît, et mieux on travaille, en fait. Partager? Par exemple, en dehors de la périnatalité, ce qu'on fait avec notre centre d'hébergement de la Maison des Femmes, c'est que ces jeunes femmes sont prises en charge sur le plan médical, psychologique, social à la Maison des Femmes, lieu de soins, et hébergées avec du socio-éducatif dans le petit hôtel. Évidemment que c'est beaucoup mieux pour elles que d'avoir une rupture entre ces deux mondes, parce que chaque professionnel partage, parfois dans le secret partagé, des informations qui vont aider ces jeunes femmes. Et pour une femme enceinte, c'est exactement la même chose. Oui, moi, je me rends pas compte du temps qui passe parce que c'est pas mon... je veux dire, là encore. Mais j'avais quand même entendu que vulnérabilité, dans l'acception qu'on voyait pour le sujet d'aujourd'hui, ne se limitait pas à la vulnérabilité matérielle, et on a consacré un temps énorme à la question de l'hébergement qui, bien entendu, est quelque chose, mais il y a des tas d'autres choses qui vous rendent vulnérables, et du coup, je voulais juste plaider un tout petit peu pour la thématique qui devait, enfin, à mon sens, faire partie du sujet, qui était la vulnérabilité en rapport avec le fait d'avoir une maladie chronique. Et ça, c'est quand même en tant que tel, et même avec un toit, et même si éventuellement cette maladie chronique fait qu'elle va vous mettre encore plus dans la catégorie de ceux qui ne vont pas avoir de toit et qui vont avoir des galères associées, mais je voulais quand même qu'on ait un petit temps pour dire que les maladies chroniques sont déjà un facteur de vulnérabilité, que le VIH au sein de ce sujet de maladie chronique vous met en position de vulnérabilité en tant que tel, parce que justement, en termes de progrès médical, il y a eu des progrès absolument majeurs dans les 20 et 30 dernières années qui sont passées, mais qu'en termes de stigmatisation, il y a eu très peu de progrès, et que la souffrance liée à la stigmatisation de la pathologie continue à en faire une pathologie à part, et qui cumule des vulnérabilités. Donc voilà. C'est un point important qu'on entendait dans le témoignage que nous avons partagé tout à l'heure. Ce témoignage était là. Et justement, du coup, sur cette vulnérabilité, c'est quelque chose de très important, parce que, du coup, effectivement, quand on est dans une pathologie qui se partage aussi peu, puisque justement il y a une stigmatisation forte, il va falloir qu'il y ait un travail des quelques personnes qui vont être dépositaires de ce secret, et qui vont essayer de faire avancer les choses pour... Comment est-ce que justement vous faites avancer des choses? Comment est-ce que vous travaillez avec les femmes qui sont enceintes et qui souffrent d'une de ces maladies chroniques, notamment le VIH? Est-ce qu'il y a une manière d'aborder cette question-là qui est particulière pour vous? Alors déjà, en description de la population des femmes enceintes séropositives en France, on a les données
qui sont celles de la cohorte nationale qui a été mise en place depuis 1985 et qui montrent que finalement, en tout cas sur les 15 dernières années, les chiffres sont vraiment très stables. On a plus de 70% des femmes qui sont des femmes originaires d'Afrique subsaharienne. On a à peu près 20% qui découvrent leur séropositivité à l'occasion de la grossesse, parce que c'est un des examens qu'on fait pour le suivi d'une grossesse. Mais donc les autres, par contre, ont fait le choix de cette grossesse en connaissant leur statut et en étant suivis. Mais on est dans une situation où plus de 50%, ou à peu près 50% des femmes n'ont pas de ressources financières, ne travaillent pas, et où je crois que c'est 40% qui vivent seuls, sans conjoint, et de l'ordre de 30% qui n'ont pas partagé leur statut avec leur conjoint. Donc tout ça pour dire qu'il y a une solitude, un isolement dans le vécu de la grossesse autour d'être seul avec sa pathologie, seul avec les inquiétudes qui en relèvent, seul au niveau de, après, gérer le suivi et le devenir du petit enfant, et que du coup, c'est aussi un petit peu toutes ces choses-là qu'il faut prendre en charge, et effectivement prendre en charge en essayant de travailler à plusieurs, entre déjà les structures qui vont suivre la femme quand elle est enceinte et puis suivre l'enfant après, et notamment quand il y a justement du coup du travail social, qui est une bonne coordination entre les équipes qui vont suivre la mère, les équipes qui vont suivre l'enfant, et faire du travail multidisciplinaire sur les différents partenaires pré et post. C'est très important. On l'entendait tout à l'heure, la grande difficulté à partager la maladie ou l'annonce de la maladie avec ses proches quand ils sont là. Comment est-ce que vous abordez cette question de la maladie dans le parcours de la future maman? Est-ce que c'est quelque chose que vous abordez avec une approche, des méthodes particulières, ou est-ce que dans les questions d'hébergement, dans les questions de suivi, d'accompagnement, c'est un élément, c'est un facteur de précarisation, de fragilité, de vulnérabilité comme un autre? Je parle du VIH et des maladies chroniques. C'est pas tout à fait la même chose d'avoir du diabète et le VIH. Oui. En termes de solitude et de stigmatisation. Donc je pense que effectivement tout ce que vous avez dit est très important. Et puis en maternité, ça nous amène parfois à faire des acrobaties, à mettre des sirops anti-machin dans des bouteilles qui n'ont rien à voir, parce qu'il ne faut pas se prendre les pieds dans le tapis avec le mari. C'est extrêmement compliqué. Oui, si la femme ne veut pas que son mari sache, nous, ça nous amène à beaucoup de contorsions pour respecter ce qu'elle souhaite. Mais vous avez la semaine dernière, par exemple, quand il y a des collectifs comme une mise à l'abri dans un gymnase, une dame doit prendre son traitement, c'est très compliqué. Donc on essaye de faire en sorte qu'elle puisse être priorisée pour être orientée vers une chambre rapidement, pour prendre son traitement tranquillement. Mais ça, c'est compliqué, oui. Ça repose la question de l'intimité, de la préservation de cette intimité. Il y a une question liée au VIH et liée aux maladies chroniques qui est souvent, tout particulièrement au VIH, qui est la question de l'allaitement en périnatalité. Je sais que c'est une question qui divise. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire d'une part comment ça se passe et comment vous pensez qu'il faille aborder les choses? Docteur Dollfus? C'est toute une question, puisque l'allaitement est un des facteurs de transmission connus du VIH. Donc une des premières mesure qui a changé les choses, c'était de contre-indiquer formellement cet allaitement, puisque on sait qu'il contribue pour 1% par mois d'allaitement supplémentaire, et qui faisait quand même la grande différence entre les taux qu'on avait en France où on n'allaitait pas, et notamment en Afrique subsaharienne où on avait l'allaitement prolongé. La situation est beaucoup plus, est en train de s'ouvrir aujourd'hui à partir du moment où on a développé des traitements beaucoup plus
efficaces qui contrôlent la transmission du VIH beaucoup mieux, puisque aujourd'hui, par exemple en France, le taux de transmission de mère à l'enfant est inférieur à 2 pour 1000. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément tous les ans un enfant qui va se trouver contaminé sur les 1300 grossesses de femmes séropositives suivies en France. Donc on a vraiment, avec la stratégie globale, verrouillé énormément les contaminations pour les femmes qui se savaient séropositives. Et du coup, effectivement, on se dit qu'on aimerait bien voir si on ne perdrait pas cet acquis en autorisant aujourd'hui l'allaitement. Sauf que, évidemment, il y a des tas de débats passionnés sur des tas de choses, avec ou pas d'œillères, et que c'est difficile c'est impossible aujourd'hui de faire des essais cliniques sur des risques faibles, parce qu'il faudrait, sur des risques qui sont de l'ordre de 2 pour 1000, mettre des milliers de personnes dans des essais cliniques pour valider des décisions. Or, on sait qu'effectivement, l'allaitement maternel en tant que tel a des bénéfices, que le non-allaitement, comme ça a été très bien raconté dans l'histoire, est une stigmatisation, et quelque chose pour lequel on vous pose des questions, et puis que quand on a une vie précaire, c'est tellement plus facile de dégainer un sein que d'aller chercher de l'eau propre du biberon, surtout quand il y a encore des gens qui vous disent qu'il faut stériliser des tétines et des machins, et qu'il faut avoir des caddies pour mettre les choses à bébé, alors que sinon on pourrait bouger avec son enfant tout seul. Donc tout ça, c'est effectivement des questions qui se posent, qui sont en train de se réfléchir, sachant que certains pays européens ont déjà bougé dans des situations de faible risque, c'est-à-dire les situations où la mère prend son traitement depuis déjà avant la grossesse, a une charge virale indétectable toute la grossesse, est en demande d'allaitement. Les Suisses aujourd'hui autorisent dans ces conditions-là l'allaitement maternel en surveillant du coup beaucoup plus activement la mère pendant tout le temps d'allaitement, en faisant du coup des contrôles virologiques, etc. Et pour être clair, on se dirige vers ça aussi en France ? Alors on est en train cette année, les dernières recommandations de prise en charge du VIH pour la grossesse est daté de 2018, et cette année on est en train de réécrire les recommandations, et du coup on est en plein dedans. On a auditionné un certain nombre de personnes qui donnent leur avis et leurs résultats, mais il faut savoir que, je vous ai dit, en France, on a 1000 grossesses par an de femmes séropositives. En Suisse, ils en ont 50. Donc, quand ils ont 25 femmes qui allaitent, le risque qu'il y ait une femme qui contamine son enfant, ça sera peut-être dans 10 ans si c'était une mauvaise idée. Donc, voilà, on n'est pas du tout dans les mêmes chiffres et dans la même réaction si jamais quelque chose se passe mal. Et en plus, le problème, c'est que les femmes qui demandent l'allaitement sont surtout celles qui n'aiment pas tellement être suivies, qui ont du mal à prendre leur traitement, etc. Donc, on n'a pas forcément les bonnes candidates pour la bonne solution, et c'est ce match qu'il va falloir réussir à faire. Mais je pense qu'on va quand même entrouvrir cette porte à l'issue de cette réflexion actuelle. Merci beaucoup. On a parlé pauvreté, précarité induite sur le logement. On a parlé maladies chroniques et tout particulièrement VIH. On a ensemble dressé quelques pistes d'amélioration, pas toute seule, j'ai bien entendu, mais avec l'ensemble des acteurs et l'ensemble de la société pour permettre à ces mères de mener à bien leur grossesse. On finira tout à l'heure sur la question du lien, puisque ce sera notre tremplin pour cet après-midi, mais je vous propose peut-être à présent de répondre aux questions de la salle. J'ai quelques questions qui sont arrivées par SMS, mais peut-être souhaitez-vous vous exprimer directement et solliciter le micro. N'hésitez pas à me faire signe. Je vais venir jusqu'à vous.
Bonjour, Claire Auvillers, je suis directrice de la Buissonnière. C'est un centre maternel en Savoie et dans une autre vie, j'ai travaillé en ACT sur Saint-Denis, enfin sur la Seine-Saint-Denis. Je vous remercie pour vos interventions déjà, ça fait du bien en plus d'être en présentiel. Ce que je voulais rebondir sur ce qui a été dit par le docteur Hatem tout à l'heure par rapport à la question de devenir mère. Nous, on accueille des femmes qui ont un parcours de protection de l'enfance, de violence conjugale, de violence intrafamiliale, enfin, voilà. Et on a la spécificité aussi d'accueillir des mères en situation de handicap psychique ou avec une déficience intellectuelle. Ces femmes, elles ont été suivies, soit par le handicap, soit par la protection de l'enfance, et puis elles ont disparu. Et elles réapparaissent dans le champ de la protection de l'enfance une fois qu'elles ont un enfant. Et oui, cette question d'avoir un hébergement, d'avoir des financements, elle est présente, mais c'est aussi de devenir mère parce qu'enfin, on a un rôle dans la société. Et je pense que c'est un élément qui est à prendre en compte aussi dans nos réflexions autour de à quelle place on met les mères aujourd'hui, quelle pression aussi on leur met autour de ça. Et puis, au-delà de ça, c'est quelle solution pour ces familles? Parce qu'avoir un handicap psychique ou une déficience intellectuelle, la seule réponse, c'est la protection de l'enfance aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre aussi pour ces mères? Et puis, une dernière chose, un petit témoignage d'une mère qui est arrivée chez nous avec son bébé et qui nous a dit « Mais comment je deviens mère alors que j'ai connu 18 lieux de placement entre 0 et 18 ans ?» Voilà. Je vous remercie et je vais peut-être me permettre de compléter votre question avec cette contribution qui est arrivée par SMS. Avoir un enfant, ce n'est pas que pour des avantages, c'est aussi culturel. Combien de fois des femmes m'ont dit « j'ai 30 ans et je n'ai pas d'enfant » et ce n'est pas normal. Ça leur donne un statut au sein d'une communauté. Pour compléter votre question et votre témoignage. Alors, qui souhaite répondre? Je vous en prie. Catherine? Moi, j'avais envie, en fait, juste en écoutant ce témoignage, j'avais envie de revenir avec un autre témoignage, c'est-à-dire qu'on a un regard toujours très normatif sur qui est la possible bonne mère et qui est la pas bonne mère, de qui on voudrait déconseiller les grossesses parce qu'on trouve que, franchement, c'est peut-être pas la meilleure mère. Et effectivement, moi, je me rappelle pour des situations de jeunes femmes qui avaient déjà des limites cognitives, on avait l'impression qu'il y avait vraiment un regard du genre est-ce qu'il ne faut pas déjà envisager de placer l'enfant sans même avoir testé et accompagner ce dont une jeune femme comme ça pouvait être capable. Et en fait, je voulais juste sortir de là pour finalement me saisir du micro pour un plaidoyer à partir d'un jeune couple que je suis amenée à suivre en ce moment, où en fait, ils sont tous les deux en fauteuil roulant. La femme, la mère des enfants, est une jeune femme que j'ai suivie depuis qu'elle était toute petite pour une atteinte neurologique en rapport avec le VIH, parce qu'elle avait été contaminée précocement dans une période, etc. Et du coup, elle est en fauteuil roulant. Elle a, malgré son fauteuil roulant et une petite limitation cognitive, elle avait été très active. Elle faisait même des accompagnements de colo et tout ça. Elle a été enceinte. Elle a eu un premier enfant. Et puis, malgré tout ce qui surprenait tout le monde, et puis avec le père de cet enfant, ils ont vraiment milité pour pouvoir être pas institutionnalisés l'un et l'autre, mais avoir un appartement à tous les deux. Et ils ont obtenu leur appartement à tous les deux et ils ont refait un deuxième enfant dans leur appartement bien adapté à leur fauteuil roulant, et ils viennent à tous les deux en fauteuil roulant avec le grand qui a 3 ans et demi et le petit qui maintenant a entre 4 et 6 mois, et ça fait toujours assez sensation dans la consultation de voir les fauteuils roulants, mais ils sont extrêmement capables dans toute leur parentalité en étant
en fauteuil roulant et ils veulent vraiment travailler et essayer de voir comment modifier le regard des soignants qui ne voient pas la réalité et qui imaginent en les voyant qu'ils ne seraient pas capables de faire tout ce qu'on peut faire pour un enfant. Ben, ils savent tout à fait faire absolument tout sans avoir de tierce personne à la maison. Et voilà, je pense que ça, des choses comme ça, on est en train de réfléchir avec eux sur comment témoigner pour que ça puisse se faire, mais voilà. Et ne pas avoir... Gardez le micro, s'il vous plaît, parce que cette question de la stigmatisation ou du jugement, elle revient dans nombre de questions, et notamment autour de cette question de l'allaitement, plusieurs questions là-dessus. Quelqu'un nous dit, mais quid de la gestion du risque et de la culpabilité des femmes qui allaitent si elles sont atteintes du VIH? Il y a le risque, et comment on fait en tant que mère si on sait qu'il y a un risque? Comment on peut gérer ça psychologiquement? Mais justement, déjà, dans le sens où ça, par contre, en Europe, hein, on est dans une situation où la position, effectivement, médicale est de déconseiller. Et donc, on est dans une situation de proposer des mesures d'accompagnement que si c'est une demande qui est faite et qui persiste après avoir eu toute une information éclairée sur les risques et bénéfices. C'est-à-dire que ce soit les Anglais, que ce soit les Suisses qui ont tous les deux des protocoles, ça commence déjà par une réflexion anténatale où on a été bien au courant du fait qu'à partir du moment où on poursuivait un allaitement, personne ne pouvait garantir un risque zéro. Et après, un risque qui n'est pas zéro, même si c'est un 10 millième, si ça tombe sur vous, ça tombe sur vous. Donc, une fois qu'on est sorti de zéro, ça existe. Et ben voilà, donc c'est une chose qui effectivement peut arriver pour le choix. Et sans être arrivé jusqu'à la culpabilité de la contamination quand même, qui quand même vraisemblablement est très faible, moi je dirais surtout qu'en fait, on ne peut pas affirmer la non-contamination de l'enfant puisque le risque va persister pendant tout l'allaitement. On va être avec la question d'attente jusqu'à 3 mois après la dernière mise au sein. La fin de l'allaitement, donc, oui. ça, au lieu de pouvoir, au bout de 3 mois, dire là, ça y est, je souffle, mon enfant n'est pas contaminé, là, on va garder l'attente non résolue pendant une durée beaucoup plus longue. Donc, ça fait partie des éléments du débat et du choix qui vont être là. Et des éléments à prendre en compte dans le parcours psychologique de la maman. Souhaitez-vous vous exprimer de vive voix? Je vous en prie. Merci, je vais me présenter puisque je suis désolée, je ne l'ai pas fait ce matin avant d'intervenir. Sonia Barna, donc psychomotricienne à Paris, travaillant depuis un certain temps sur la question de la parentalité et les questions de précarité, discrimination. Donc merci pour vos interventions et voilà, voilà tous ces exemples très imagés. Moi, je tenais à témoigner effectivement du fait d'être choquée, d'avoir entendu ce que j'ai entendu de la part du docteur Hatem, où je trouve, pour faire le lien avec ce matin de mon intervention, où je pense que voilà, les personnes dites migrantes font déjà l'objet de forts stéréotypes dans la société. Souvent, quand on est sur la question des défaillances parentales, on sait très bien que très rapidement, le regard est plutôt mis en focale sur certaines populations, etc. Et qu'il y a beaucoup de représentations très stéréotypées et très clichés. Et quand je vous ai entendu, alors je comprends que probablement, à exercer depuis de très longues années dans un microcosme particulier, on finit par formater son regard. Mais je pense que ça fait partie du problème. C'est-à-dire que ce regard du champ médical aussi, et ça, le docteur Sor m'en a parlé ce matin. On fait beaucoup de colloques en France. Je remercie vraiment l'association parce que je trouve ça extrêmement intéressant de se retrouver et justement de se mettre un peu à l'épreuve du travail collectif dont on parle. Mais en termes de représentation collective, le docteur Storm le disait
disais ce matin, effectivement, en France, il y a quelque chose qui reste très ancré, pour le coup, c'est très culturel, d'un savoir, voilà, entre experts, très peu de place pour les personnes elles-mêmes. Alors, vous avez eu la très bonne idée de faire ces témoignages-là, mais ce que je veux dire, c'est que là, dans ce qu'on a entendu ce matin, on a ce discours, par rapport à ces mères, et on jugerait, nous, de ce qui détermine ou pas leur choix de, comme l'a dit la collègue derrière, devenir mère. C'est tout un tas de choses. Et effectivement, il y a une assignation aussi culturelle en France. Une femme est... on n'est pas non plus dans une société à 100% égalitaire, je le rappelle. La destinée de devenir mère, c'est aussi quand même un minimum une assignation, d'où qu'on vienne. Donc il y a cet élément-là. Et d'avoir entendu que ces mères font maintenant des enfants pour avoir un logement, quand il y a 30 ans, on entendait que ces mères faisaient des enfants pour avoir des papiers. Ensuite, voilà, enfin... Il y a quelque chose, du coup, moi, qui m'inquiète, vraiment, je parle vraiment sincèrement en termes de, aussi nous, notre pouvoir d'agir et de travailler notre regard de soignant. Comment est-ce qu'on peut soutenir ensuite, dans les 1000 jours, dans la parentalité, on va parler du lien d'attachement cet après-midi, quand d'emblée on est dans la stigmatisation, que ces mères n'aiment pas leurs enfants et qu'elles les font, qu'elles les instrumentalisent. Je trouve que vraiment, il y a quelque chose à venir questionner. Merci beaucoup. Alors... est-ce que, bien sûr, je vous en prie, prenez donc le micro en face de vous pour répondre. Mais écoutez, oui, j'attendais cette réaction que j'assume. Je crois qu'il faut faire la part des choses. Il y a, par exemple, quand on nous demande à nous, soignants, de faire un enfant de manière technique, médicale, une assistance médicale à la procréation, ce n'est pas rien. Nous avons quand même en arrière-plan le bien-être supérieur de l'enfant, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Donc on peut se poser ces questions. Est-ce que je vais faire une fécondation in vitro à une femme qui dort dans la rue? Quel est le devenir de cet enfant? Ce sont des questions médicales que je pense qu'il n'est pas interdit de se poser. Et pour les jeunes filles mineures ou extrêmement jeunes majeures, dont on sait qu'avoir un enfant ne va peut-être pas les aider à s'émanciper, je pense que se poser la question de leur donner accès à la contraception n'est pas honteux, n'est pas stigmatisant. Je parle vraiment d'un point de vue très terrain et pragmatique. Une femme qui est enceinte, on va s'en occuper avec toute l'attention qu'elle mérite. Mais si, en amont, on peut se poser des questions et il n'est pas interdit de s'en poser, je n'ai pas l'impression d'avoir un regard extrêmement stigmatisant. Ensuite, oui, la société valorise les mères parfois. Moi, j'ai parfois des femmes qui viennent me demander un enfant parce qu'elles vont être répudiées. Et si ça pouvait être un garçon, ça serait encore mieux. Ce sont des questions de tous les jours. Et on fait avec. Je ne dis pas que c'est bien, c'est mal. Je dis parfois, on peut peut-être éviter certaines choses. Et pourquoi ne pas le faire? Merci beaucoup. Alors, je vous propose une réponse courte. Et puis après, il y a d'autres questions. Donc, je vous propose de passer à un autre sujet. Alors, je suis ravie de l'entendre. Vraiment, vous me rassurez dans le sens où si, effectivement... Non mais enfin voilà, je trouve que c'est comme vous le disiez, avoir des enfants c'est des questions sérieuses et accompagner ceux qui en ont, ça en est aussi. Et vous êtes effectivement à la maternité, enfin et c'est tout un chemin. Voilà, cette injonction aussi à être des parents parfaits. Enfin voilà, faut aussi qu'on puisse travailler ces questions. Non, alors si vous me dites qu'effectivement face à la personne, dans le secret de votre cabinet, vous êtes dans une démarche d'émancipation et pour permettre à cette personne d'effectivement obtenir un maximum de liberté et de pouvoir d'avoir cette approche-là, très bien. Là, ce que vous avez dit tout à l'heure, et vous avez prononcé la phrase de dire on pourrait éviter tout un tas de grossesses s'il n'y avait pas cette question qu'à la clé du logement, il faut venir en gros avec un paquet. Donc ça a été dit. Donc moi, ce que je questionne, c'est le fait de véhiculer des stéréotypes que bon gré, mal gré. Vraiment, c'est pas vous, Madame Ateb, à titre individuel. Moi, ce que je questionne, c'est que il y a des choses aussi qui se passent. Enfin, on lit tous les journaux. La question du racisme dans le champ médical, c'est aussi quand même quelque chose qui est opérant. Donc il faut malgré tout commencer à un moment donné sur ces discriminations aussi qui peuvent avoir lieu sur plein de facteurs. Je pense qu'il est temps pour que justement les gens soient respectés dans leur dignité, parce que ce discours que vous avez tenu, moi, il me questionne sur la dignité de ces femmes, de ces enfants, et je pense qu'il y a aussi là un travail à faire dans le collectif quand ils se retrouvent. Excusez-moi, je me poserais la même question pour une Bretonne qui vit dans la rue. Voilà, de l'avenir de cet enfant.
Merci voudrais beaucoup. juste Je vous faire, propose... Oui, je vous en prie. Je vous fais juste Véronique. part d'une expérience que je trouve très réussie et très intéressante. Dans un des accueils de jour, une ethnopsie vient passer une journée par mois. Le matin, elle accueille les familles qui posent un peu questions à l'équipe, etc. Et l'après-midi, il y a un débriefing avec l'équipe. Et ça, je trouve ça extrêmement éclairant parce que c'est vrai qu'on accueille des familles qui viennent d'ailleurs, d'autres traditions, etc. Et que parfois, on peut être aussi un peu en décalage par rapport à nos représentations et leurs croyances. Et ça, je trouve que c'est une richesse pour l'équipe et pour les familles fabuleuses. Je voulais partager avec vous une suggestion qui a été faite par SMS concernant l'accompagnement et l'approche qui peut être liée à certains métiers. Quelqu'un dans la salle ou via Zoom nous dit « Le métier de doula existe dans de nombreux pays, aux Pays-Bas, aux États-Unis. Les chiffres démontrent l'impact positif de l'intervention de ces femmes, en particulier en postpartum, allaitement prolongé, et sur la dépression du postpartum. Pourquoi la France ne s'appuie-t-elle pas sur ces intervenantes qui ne demandent qu'à être légitimées et reconnues ?» Et c'est un message signé Imen. Et Imen peut nous donner le prix, le tarif de ces doulas? Elle ne me l'a pas envoyé par texto, donc je ne l'ai pas. C'est une question de coût? Pas que de coût, mais c'est vrai que je pense que on a quand même beaucoup de sages-femmes en France qui font aussi un travail formidable d'accompagnement ou d'infirmières puéricultrices. Enfin, bon. Mais bon, des nurses anglaises. Et déjà se pose le problème de l'accès au droit, la couverture sociale. Et voilà. Bon. Bref. C'est un vaste sujet. Mais je reconnais que pour l'allaitement maternel, et ça, pour toutes les femmes qui peuvent allaiter, je pense qu'on a un énorme travail à faire. Professeur Storm, je vous ai écouté ce matin. C'est vrai qu'en tant que consultante en lactation, je suis triste de voir toutes les femmes sortir de maternité actuellement avec des allaitements mixtes. La population qu'on accompagne ce sont des femmes qui nécessitent encore plus d'accompagnement parce que on pourrait en parler très longtemps de l'allaitement maternel. C'est pris dans beaucoup de choses et c'est complexe en fait et c'est pas si simple que ça d'allaiter à la rue, mais ça demande beaucoup d'accompagnement, mais on peut y arriver. Sans rêver d'un allaitement exclusif, mais au moins une majorité quand même d'allaitement au sein. Pour ça, il faut qu'on ait tous un discours commun autour de ça. Et mon travail auprès des équipes sociales aussi, c'est déjà de travailler avec les équipes sociales pour que tout le monde ait un regard positif et qu'autour de nous, il y ait aussi un environnement propice à l'allaitement. Si vous vous baladez dans les rues de Paris, qu'est-ce que vous voyez ? Vous ne voyez pas une seule femme allaiter et vous voyez des devantures de pharmacie avec des piles de boîtes de lait en poudre. Donc qu'est-ce qu'on représente ? On représente que bien nourrir son bébé, c'est donner du lait en poudre. Et quand on a eu faim, etc., on veut donner le maximum à son bébé et donc on fait de l'allaitement mixte. Donc voilà, on a du boulot. Ces questions d'allaitement, ça interroge aussi le lien, ce dont on va parler cet après-midi, le lien d'attachement. On a posé beaucoup de choses ce matin sur la situation donc de ces mères, futures mères, à la fois en termes de précarité, de pauvreté, de maladie. On n'a pas parlé du lien dans ces situations en périnatalité, les situations complexes que vous avez décrites ce matin. Quel est l'impact qu'il a sur le lien qui se construit ou qui doit se construire entre la maman et son bébé? Je voulais juste dire effectivement que cette question de la contre-indication de l'allaitement maternel dans le cadre du VIH, quand on pose la question de pourquoi éventuellement les mères souhaiteraient allaiter, on a l'impression que c'est avant tout pour justement cette question du lien. Beaucoup de mères, notamment africaines, disent « mais si je ne l'allaite pas, est-ce qu'il m'aimera ?» etc. Donc la question du lien, elle est très clairement posée. En fait, les collègues suisses
qui ont interrogé un petit peu les mères sur justement celles qui souhaitaient allaiter, pourquoi. Elles mettent en absolument numéro 1 la question du lien avec leur enfant, en numéro 1 des motifs pour allaiter. Et ce qui vient juste après, c'est la santé de leur enfant. Mais le lien avec l'enfant dans leur motivation à allaiter est ce qu'elles mettent en Motivation absolument priorité. première. Oui. Et puis en 2, après, la santé de l'enfant. Le lien, les conditions d'hébergement, les conditions de vie quotidienne, comment est-ce que vous le voyez se construire? En quoi est-ce que c'est important? Est-ce que vous voulez, Emmanuel, nous dire en conclusion ce que vous y voyez comme enjeu aussi de cette période périnatale? Oui, je dirais rompre aussi des situations d'isolement et je reviendrai aussi sur l'importance d'être entouré, voilà, pour pouvoir mettre en pratique un bon nombre de choses. Il faut avoir un entourage. Donc cet entourage, il est souvent absent, que ce soit un entourage familial ou voilà, on sait que dans beaucoup d'endroits et la maternité se vit en communauté. Et l'avantage que peut avoir le fait d'avoir cette stabilité et d'être entouré, ça peut aider à renforcer aussi cette confiance parce qu'on parle beaucoup de vulnérabilité parce qu'on peut pas les nier, mais il y a aussi des compétences maternelles. Nous on en voit aussi tous les jours. Et c'est ça qui est aussi intéressant de voir à quel point des petites choses du quotidien peuvent vraiment influer sur une relation, sur ce qui va se construire avec un enfant. Donc, et qu'on construit avec ses pairs. Avec ses pairs, et là où il y a un isolement, une rupture familiale peut-être, d'avoir des possibilités de pouvoir poser des questions, d'être conseillé, que ce soit nous au niveau de l'hébergement, tant au niveau des professionnels qui ont finalement un peu ce rôle de soutien en partageant le quotidien vraiment de ces familles, et puis des autres personnes hébergées aussi. Voilà, moi je pense que dans le lien, ça a aussi une importance et une plus-value qui est non négligeable. Je voulais juste effectivement répondre à cette question, c'est-à-dire que en fait, cette importance du lien, elle est justement du coup à prendre en compte, par exemple, dans notre situation où une des raisons pour lesquelles c'est intéressant et c'est important de discuter ces choses-là en anténatal avec la mère, c'est de pouvoir démonter cette question comme quoi l'enfant ne s'attacherait à sa mère que s'il était allaité. Il faut justement pouvoir montrer qu'on peut tout à fait tisser un lien en l'absence d'un allaitement maternel et rendre ça concret et faire partager des témoignages, et notamment justement le fait de travailler avec des groupes de femmes qui ont déjà eu d'autres enfants, qui ont développé un lien pourtant malgré le biberon, etc. Donc essayer de faire ça. Ces deux points-là sont liés, effectivement. Toutes ces choses-là, elles sont très importantes. Et puis, effectivement, dans notre problématique, il y a quand je disais que 70% des femmes étaient migrantes, dans le fait d'être migrant, ne pas avoir sa famille autour de soi, fait qu'on est obligé de plus utiliser les professionnels pour cet accompagnement aussi. D'où l'importance de ce qu'Emmanuel a mis en lumière, le collectif et puis les pairs. Rada, pour ce... Juste, oui, un point qui, moi, me semble essentiel. Accoucher en terre étrangère, c'est très compliqué. Mais moi, je suis frappée par mes patientes d'un niveau social assez élevé, qui vivent dans une solitude horrible, dans une culpabilité terrifiante d'être une pas assez bonne mère, pas assez présente, pas assez avoir envie. Et j'aime beaucoup les Canadiens qui disent « n'offrez pas des peluches, offrez du temps ». Parce qu'aujourd'hui, la première cause de mortalité maternelle, c'est le suicide. Et je pense qu'avoir un lien intéressant avec son enfant quand on est très déprimé, c'est très compliqué.
Merci beaucoup. Véronique, est-ce que vous voulez conclure ce tour de table conclusif? Alors rêvons que toute femme enceinte dans son dernier mois de grossesse et pendant les 2 mois qui vont suivre l'accouchement puisse être hébergée. C'est un minimum. Merci beaucoup.